Vous savez que je m'intéresse toujours beaucoup au calque entre les langues, notamment le passage du français à l'anglais et à l'allemand. Et je voulais vous faire part de mes réflexions à ce sujet, tout en précisant qu'en effet, le cas des calques est souvent un peu ambivalent, parce que quand on prend un mot et qu'on en prend un autre mot à la place, on va toujours dire que oui, mais c'est pas vraiment un calque, etc. L'emprunt classique, c'est quand on prend le mot lui-même. Quand on le transpose, par exemple, j'ai l'exemple de toujours qui devient always. Bon, c'est assez évident avec la transformation de all days en always, etc. Et là, je voudrais donner un exemple qui peut vous amuser, mais qui peut aussi être intéressant à considérer. C'est l'expression alone. To be alone en anglais, ça veut dire être seul. Et en allemand, ça se dit allein. Allein. Alors moi, je considère que ça vient du français. Par calque, hein, ce ne sont pas des mots français. En français, comment on dit? Tout seul. Tout seul. Il est tout seul. Pourquoi je dis ça? Parce que dans alone et allein, il y a le all. Et le all, ça veut dire tout. Donc finalement, quand en anglais dit alone, il transpose le tout seul français en un seul mot, alone. Mais dans alone, il y a all et one, qui est parallèle, qui correspond à tout seul. Et en allemand, c'est pareil. All existe aussi également en allemand, dans le sens de alle, A2LE, qui veut dire tous, et ein, qui veut dire un. Donc, je laisse cette question à votre réflexion, mais à mon avis, je ne sais pas si beaucoup de chercheurs expliquent alone et allein par le fait que all renvoie à tout, et que ça veut dire tout seul, et que c'est le pendant du français tout seul. Il a fait ça tout seul. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc cette question du calque, elle est à double tranchant, elle est à double sens, parce que à la fois, dans certains cas, on peut voir des calques là où il n'y en a pas, et donc on peut dire qu'il y a des influences qui n'existent pas, et d'autres cas, au contraire, on peut ne pas voir d'influence là où il y en a. Donc c'est très intéressant la notion de calque en linguistique, c'est même passionnant, je dirais. C'est pas si facile que ça, et on pourrait faire une thèse, si ça n'a pas déjà été fait, sur les calques. D'ailleurs, mon professeur de judo-espagnol, Vidal Sefilla, avait mis en évidence la question des calques pour le judo espagnol. Et il expliquait effectivement que telle formule, telle expression, même si elle était dans la langue locale, ne pouvait faire sens que par un emprunt, par imitation d'une autre langue. C'est ça le calque. Et ça peut aller très loin, parce que le calque c'est aussi une forme d'imitation. Et l'imitation, alors le mimétisme, c'est aussi un sujet intéressant. Mais il y a quelque chose de vicieux dans le calque, si on veut, parce que ça brouille les pistes. Les gens croient que que l'expression est locale alors qu'elle ne l'est pas. Donc c'est une situation, je dirais, médiane, encore une fois. Le calque, moi vous savez que je m'intéresse beaucoup à la médianité, le calque, c'est une sorte d'interface entre la langue de départ et la langue d'origine, et la langue d'accueil, et c'est entre les deux. Ça vient d'une certaine langue, ça va vers une autre langue, mais entre-temps, il y a eu un calque qui fait que ça ressemble à la fois au niveau formel à la langue d'accueil, mais c'est marqué sur le fond par la langue d'origine.